Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Aujourd'hui, pour nous accompagner, je retrouve, et comme chaque semaine, Gauthier Jurgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur de Originals. Et en vrai, aujourd'hui, vu le sommaire, Gauthier, c'est un peu notre IA autonome à nous, riche de toute la BDD du cinéma et des séries. Bonjour Gauthier. Et comme l'IA, je dis souvent des bêtises. Bonjour Romain, merci beaucoup. Et notre invité du jour, Michael Guénam, rédacteur en chef adjoint aux fiches du cinéma. Bonjour Michael. Oui, bonjour. Et je tiens à préciser que je ne suis pas une IA. Enfin, à ma connaissance. Ravi de t'accueillir dans Originals. Au sommaire du jour, un gros plan sur The Electric State, le nouveau film des frères Russo sur Netflix. Puis notre rubrique Ne cherchez plus, avec toujours une recommandation de Gauthier. Et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Gauthier ? Comme Pamela Anderson a un petit peu d'actualité, puisqu'elle est à l'affiche de The Last Showgirl en ce moment, je voulais revenir sur la série Pam and Tommy, qui racontait un moment de sa carrière un petit peu moins glorieux, et vous la recommandez parce que c'est vraiment très bien. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine, et vous pourrez, comme chaque semaine, retrouver en toute fin d'émission une interview originale de notre invité. Vous écoutez Originals, l'émission 100% plateforme en partenariat avec Cinématiseur, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Cette semaine, on va parler du plus gros budget signé pour un film de plateforme, The Electric State des frères Russo avec Chris Pratt et Millie Bobby Brown. Un blockbuster de plateforme donc signé par les frères Russo. Alors je rappelle les frères Russo évidemment, c'est Avengers Infinity War, c'est Endgame et c'est aussi The Gray Man sur les plateformes. C'est inspiré du travail et du livre d'art éponyme de 2018 de Simon Stålenhag, dont vous avez déjà pu constater un petit peu la patte graphique à travers la série Tales from the Loop, qui était déjà adapté du travail de Simon Stålenhag. Et c'est un univers qui avait déjà, celui de Electric State, donné vie à des jeux de rôle, notamment. Le pitch, il est tout simple. Une adolescente nommée Michelle rencontre un robot qui va rapidement devenir son ami. La jeune fille va ensuite découvrir que ce robot a été envoyé par son frère qui a disparu. Et avec ce nouvel ami étrange, l'adolescence va tenter de retrouver ce fameux frère perdu dans un monde ravagé par les attaques de drones et les robots, l'intelligence artificielle des androïdes qui avaient tenté une révolution échouée quelques années plus tôt. L'insurrection des robots a été violente. On se replie! Ils mangent pas, ils dorment pas, ils ferment pas les yeux. Je les ferme, moi. Lorsque les machines ont dévié des tâches qui leur étaient attribuées, nous les avons exilés dans The Electric State. Un territoire sécurisé de 250 000 km². Vous dites que vous n'avez jamais possédé de robot, c'est vrai ? Je n'ai pas confiance en eux. Alors, messieurs, première question que j'ai envie de vous poser, votre ressenti global autour de ce film The Electric State. Michael. Ah, on commence par moi. Merci. Un petit ressenti, en une phrase. C'est un peu le calme plat pour un film à 300 millions estimés. Effectivement, techniquement, à l'écran, c'est impeccable, mais ça manque d'émotion et ça manque vraiment singulièrement de narration, parce qu'on s'attache pas. Personnellement, je ne me suis pas du tout attaché au personnage et j'attendais que ça décolle. Vraiment, j'attendais, du spectacle. On me promet un film très cher. C'est où finalement ? Gauthier, de ton côté ? Moi, j'aime pas du tout taper sur les choses. Je trouve que, comme tu viens de le dire, effectivement, à l'écran, c'est quand même assez savoureux. C'est ce qu'on appelle une uchronie, je crois. Ça se passe dans les années 90, plus ou moins. C'est sous le mandat de Clinton, effectivement. C'est ça. Donc, on imagine des années 90 où il y aurait eu une guerre entre les humains et les robots. Et que par-dessus ça, une sorte de firme énorme aurait lancé une technologie de drone qui ferait que les êtres humains pourraient rester chez eux avec leur casque virtuel et que les drones iraient à leur place travailler, faire Il faut préciser que ces drones, en fait, ce sont des robots humanoïdes, en fait. C'est ça. Voilà, c'est une sorte de compromis entre l'humain et le robot. Exactement. Et donc, on va voir ce monde divisé entre humains et robots se rassembler contre les humanoïdes, les drones, quoi, et reprendre le pouvoir. C'est une sorte d'histoire de révolution assez gentille et bienveillante. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on
qu'on s'associe à assez peu de monde. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une adolescente qui a perdu son jeune frère. Tout ça devrait être assez bouleversant. Il y a des moments où, quand même, quand je la vois tenir la main de ce petit robot qui représente son frère maintenant, j'ai trouvé ça assez touchant même par petits moments. Mais c'est vrai que ça devrait être l'explosion de sentiments, ce film étrange à 300 millions de dollars. Et c'est peut-être à côté de ça qu'on passe. Alors justement, un budget, on l'a dit, entre 300 et 320 millions de dollars d'après les projections. Et est-ce que vous pensez que cet investissement se reflète vraiment efficacement à l'écran ? Alors, pour ma part, oui, parce que effectivement, les effets spéciaux sont très réussis. On l'a vu ces dernières années pour les blockbusters hollywoodiens. On a vraiment le sentiment que, souvent, en tout cas, que les effets spéciaux c'est là où le bas blesse. Je pense à The Flash, où effectivement, certes, il y avait des enjeux, justement. On comprenait effectivement le drame du personnage, mais à côté de ça, les scènes d'action étaient catastrophiques. Avec des incrustations sur fond vert vraiment aberrantes et très voyantes. Là, la création, le soin apporté à la création des robots, justement, et leur intégration avec des comédiens de chair et de sang, c'est effectivement une grande réussite. Ça prouve que il faut prendre quand on fait un film à gros budget qui doit effectivement utiliser des effets spéciaux très lourds, il faut prendre le temps, il faut mettre l'argent. Là, Netflix prouve que quand des studios se disent non, on va faire ça à 150 millions, que ça se voit, c'est juste que ça n'est pas terminé et qu'il faut laisser le temps aux studios d'effets spéciaux de faire leur travail. Voilà, 300 millions, ok, mais derrière, où est le scénariste ? On va en parler. Et justement, le film a reçu des critiques plutôt mitigées, malgré ce fameux budget. À quoi on pourrait attribuer justement cette espèce de désamour des critiques ? Je sais pas, moi je me suis fait une réflexion après avoir vu ce film et qui me tourne un petit peu toujours dans la tête. Peut-être que vous avez des éléments de réponse qui vont m'éclairer, mais je comprends pas très bien, peut-être parce qu'on est au début de ces consommations de plateformes, je comprends pas très bien à quoi ça sert de faire un film à 300 millions avec des effets spéciaux de dingue. Tout ça pour être vu chez nous sur un écran qui peut exister, qui peut être grand, mais on s'attend pas à être aussi impressionné que si on voyait ça au cinéma et tout ça. Est-ce que finalement c'est approprié de faire des films aussi chers, aussi coûteux, aussi visuellement ambitieux pour finir à la télévision finalement ? Alors là-dessus, je te dirais que quand j'ai revu Dune de Villeneuve chez moi, j'étais tout aussi impressionné qu'en salle. Donc je pense que la qualité d'un film réussi, ou du moins d'un film spectaculaire réussi, c'est justement d'être aussi impressionnant en salle que chez soi. C'est-à-dire que l'expérience, elle ne sera pas forcément la même, mais on sera sans doute aussi saisi par des je pense aussi à Laurence d'Arabie, l'ampleur des paysages, etc. Après, on n'aura pas l'expérience salle qui peut être plus optimale dans le cas de certains films, notamment quand c'est en 70 mm ou autre. Mais ça, on est sur des critères techniques très, très précis. Je pense que pour Netflix, un film comme ça, c'est de prouver qu'ils peuvent faire des blockbusters pour leur plateforme et que ça passerait très bien en salle. Et je dois reconnaître que, vu la qualité technique, ça passerait certainement mieux en salle que beaucoup de blockbusters réservés aux salles. Ouais, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression, mais c'est peut-être juste un sentiment, que les chaînes de télévision linéaires ont très bien intégré quel budget il faut allouer à des contenus télévisuels, si tu veux. Je dis pas du tout que ce qu'il y a à la télé, c'est fauché, et ce qu'il y a au cinéma, c'est du grand luxe. C'est pas du tout ce que j'essaye de dire. Je dis juste qu'il y a une économie télé et il y a une économie cinéma. Et j'ai l'impression que les plateformes savent pas encore gérer une économie de plateforme. Cette idée qu'on peut mettre 300 millions de boules sur un truc et le sortir et ça va nous faire le même effet qu'au cinéma, je trouve que ça marche pas très bien. Je trouve même qu'il y a peut-être... Je suis désolé Romain, peut-être que je dépasse complètement le cadre de ta question, mais je trouve qu'il y a même quelque chose d'un peu fou de se dire on va donner ça aux frères Russo et ils vont nous faire un film de dingue. Les frères Russo, c'est pas des très grands artistes, c'est des très bons faiseurs, ils savent très bien faire des films, mais c'est pas comme quand tu confies de l'argent à David Fincher pour qu'il fasse son film Maudit, ou à Martin Scorsese pour qu'il réunisse enfin tous les acteurs qu'on attend qu'ils réunissent depuis des années. Il n'y a pas un projet artistique fort derrière, donc je suis surpris
par une telle débauche de moyens pour un résultat qui existe, qui a le mérite d'exister et qui fait son taf en partie. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on attend des plateformes ? Voilà, je me pose encore la question. Pour recentrer le débat, justement, on parlait de la patte artistique et comme je le disais en ouverture, le film s'inspire du roman graphique de Simon Salenhag. Je ne sais pas si vous connaissez le travail de cet artiste et si vous, je ne sais pas, c'est une vraie question. J'avais vu Tales from the Loop, justement, qui m'avait beaucoup séduit à l'époque. Mais je ne connais pas plus que ça. Par exemple, tu parlais de jeux de rôle au début de l'émission. Justement, ça, je me suis jamais aventuré là-dedans. Donc, je ne sais pas effectivement quelle touche personnelle il a apporté à cet univers, justement. Apparemment, moi, de ce que j'ai pu lire à de gauche et de droite, il y a quand même un parti pris qui est celui de s'inspirer, mais de s'éloigner très rapidement et d'édulcorer beaucoup le travail initial de l'artiste. Alors évidemment, le choix, il est aussi pour plaire au plus grand nombre, éviter de froisser certaines sensibilités peut-être avec un travail assez authentique. Du coup, je rebondis et je vous pose une autre question, et celle-là, je sais que vous allez l'embrasser directement. On parlait d'une uchronie, donc une histoire parallèle à notre véritable histoire, qui se passerait dans les années 90. Et là, dans les Electric State, cette nostalgie des années 90, c'est un vrai thème central. Pour vous, cette approche, elle est efficace ou on tombe dans une sorte de fanservice un peu excessif ? C'est une bonne question. Juste pour rebondir sur la patte graphique, moi je connais pas l'artiste original, mais je trouve qu'il y a quand même un vrai petit univers assez charmant à regarder, avec parfois des bonnes idées. Par exemple, il y a un robot qui est un petit peu une sorte de poupée russe, c'est-à-dire qu'il peut toujours s'incarner lui-même dans une version plus grande, plus petite, et on sait jamais quand la poupée russe est terminée et tout ça. Ça, je trouve que c'est des bonnes idées. À côté de ça... pardon, j'ai oublié ta question. Je parlais de la nostalgie des années 90. Pardon, la nostalgie des années 90. C'est marrant que tu le soulignes à ce point-là. Moi, ça m'a pas fait tant cet effet que ça. Il fallait même que je me répète un petit peu pendant tout le film. Attention, on est dans les années 90 et tout ça. Il y a quand même tout un moment un peu post-apocalyptique qui se passe en dehors des barrières du monde humain et où ça ressemble plus à un Mad Max qu'à un programme nostalgique finalement. Mais c'est peut-être que je suis passé à côté de plein de petits clins d'œil de la pop culture. C'est pas mal de références, mais surtout liées à la culture américaine, en l'occurrence. De ton côté, Michael, tu as pu noter des choses ? T'as trouvé que c'était un peu trop ou pas tant que ça ? Non, pas tant que ça. Je trouve que justement dans le choix de design des robots, etc., ils ont quand même essayé de conserver l'idée que ce sont des machines qui ont été créées depuis les années, je crois, 50. Enfin, il y a l'idée que c'est Walt Disney qui a créé les premiers dans le film. Donc on se dit, ouais, c'est une technologie qui a évolué, et effectivement qui a évolué avec certainement la société, la culture américaine. Donc on a aussi un personnage, par exemple, c'est une cacahuète avec un chapeau de forme, voilà, et c'est censé être le leader des robots, et ce design effectivement il est très daté, mais ça sert le personnage, je pense. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi je sentais plus une nostalgie des années 50 vue depuis les années 90 qu'une vraie nostalgie des années 90, quoi. C'est un peu on jette un œil sur des années 50 hypothétiques telles qu'on aimerait qu'elles se soient passées, mais qu'elles ne sont jamais vraiment tellement passées comme ça, tu vois. Genre Grease ou genre Happy Days, tu vois. On imagine que les années 50, c'était l'âge d'or et que tout le monde était content et faisait du patin à roulettes et écoutait des trucs dans des jukebox et tout ça. Je pense que c'est une Amérique idéalisée, mais c'est plus des sortes d'accents de cette nostalgie-là que je sentais dans The Electric State. Ouais. Comment le film aborde-t-il pour vous les questions éthiques qui peuvent être liées à l'intelligence artificielle justement, ou à la coexistence entre humains et robots Vous trouvez que c'est un thème qui a été assez approfondi dans le film ? Non, moi je trouve qu'il l'aborde pas, ce thème. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que on parlait du scénario qui est un petit peu mal brodé. Ouais, même si je me suis senti bien à travers ce film et que ça m'a plu de le regarder, j'avais quand même un petit une deuxième moitié de mon cerveau qui récitait en temps réel ce qui allait se passer dans la prochaine scène et tout ça. Finalement, on en est plus à dire oui, bah au fait, c'est les mauvaises corporations gérées par des méchants humains sur lesquels il faut taper, plutôt que de dire attention, les dérives de l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est presque accessoire dans le film, en fait.
Oui, c'est un peu comme si on avait Terminator avec James Cameron qui se dit juste le méchant c'est Skynet, on va s'en tenir là. C'est très, c'est très binaire dans le film en fait. Il y a globalement les gentils robots et des robots qui sont devenus fous, donc eux sont dangereux. Il y a des humains qui sortent d'une guerre, qui ont été très affectés, donc qui se méfient des robots. Et effectivement, il y a cette corporation avec Stanley Tucci, il faut le dire, qui est venu vraiment toucher un chèque pour tourner de nouvelles séries. Tant mieux, non, mais il a raison. Mais le méchant serait interchangeable, vraiment. L'antagoniste, c'est effectivement, on l'a vu... on l'a vu dans Ready Player One, on l'a vu dans Don't Look Up. C'est effectivement le grand PDG machiavélique qui en fait qui en a rien à faire de la vie humaine. Voilà. Et du coup, l'IA, c'est vraiment un sujet, c'est une toile de fond totalement secondaire finalement. Ouais, c'est marrant que tu parles de Terminator parce que j'ai un peu passé tout le film à me dire mais ils ont jamais vu Terminator ces gens-là. Le soulèvement des machines, on l'a déjà vu. Enfin. Pensez-vous que The Electric State marque une évolution ou plutôt une stagnation dans la filmographie des frères Russo ? Alors, si je peux prendre la parole en premier, je pense vraiment que c'est une stagnation. C'est-à-dire que sur leur CV, ils ont les 2 derniers Avengers, qui sont parmi les films qui ont été les plus rentables. Et les 2 prochains d'ailleurs aussi ? Ah oui, du coup, maintenant, c'est vrai qu'ils arrivent ils arrivent pour filer un coup de main. Bah voilà, peut-être que c'est les 2 prochains qui vont leur permettre de retrouver un peu leur mojo. Parce que quoi qu'on pense des 2 derniers Avengers et du déséquilibre entre le premier et la première partie et la deuxième partie, il y avait de vrais enjeux, il y avait une vraie dramaturgie et surtout, il y avait quand même un espèce de tour de passe-passe assez impressionnant de se dire, ils arrivent à sortir de cette galerie de personnages. Il y en a combien ? Il y en a 30, 35, 40 on savait plus. Et pour eux, c'était pas un problème. Donc pour moi, c'était une des qualités aussi, c'était de se dire, oui, voilà, c'est un peu la compile best-of. On arrive à tout faire, vous en faites pas. Il y aura tout le monde. Tout le monde aura son petit quart d'heure de gloire. Exactement. Et quand ensuite ils font pour Apple TV ils mènent à bien leur projet Sherry, ça ne marche pas. L'intensité dramatique, etc. Tout est lourd. Et The Gray Man, il y avait ce côté, on fait du Michael Bay, mais on sait pas bien le faire. Donc peut-être que effectivement, dans leur ADN, c'est les films de super-héros, c'est essayer de trouver effectivement à chaque fois la porte d'entrée pour un peu mettre en valeur l'humanité de ces personnages qui sont généralement complètement tenus à l'écart de l'humanité, justement. Bah ouais, en plus, je me répète un peu, hein, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais les frères Russo, c'est un peu difficile de leur trouver un style, si tu veux. Tu me mets devant un Hitchcock, au bout de quelques plans, je vais te dire ça c'est du Hitchcock. Tu me mets devant un Jarmusch, je vais te dire au bout de quelques plans, ça c'est probablement du Jarmusch. Tu me mets devant un film des frères Russo, faudrait pas que ce soit Avengers parce que ça se repère vite, mais tu me mets devant un hypothétique film des frères Russo sans que je le sache, je peux regarder tout le film en me disant je ne sais pas qui a réalisé ça. T'as presque l'impression que au moment où Netflix les a fait venir, on leur a dit voilà le pognon, voilà le cahier des charges, allez-y, filez bosser quoi. Donc après ils sont compétents pour faire des films divertissants. Hein. Moi j'ai été diverti devant ce truc-là, mais bon faut pas leur demander. Tu vois, tu nous demandais si c'est un pas en plus dans leur style. Je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne sais pas ce qu'est leur style, donc je ne sais pas. Pour conclure ce film The Electric State, est-ce qu'on conseille et plutôt à qui ? Alors si je devais le conseiller, ce serait vraiment pour un public familial. C'est ça, justement, le film se veut rassurant, assez engageant. Effectivement, il faut le signaler, l'héroïne est interprétée par Millie Bobby Brown. Elle a des cohortes de fans depuis Stranger Things. Je pense qu'effectivement le film va trouver son public, mais c'est avant tout effectivement un film. Ça se veut totalement rassurant, familial, et c'est ce qui manque en fait dans le film, c'est un peu d'inquiétude, un peu de poil à gratter, un peu de danger aussi. Oui, voilà. Ouais, je te suis complètement. C'est un film familial, c'est un film qu'on peut regarder à toute génération, c'est un film qu'on peut regarder entre copains, c'est un film qu'on peut regarder si on a une soirée où on ne sait pas très bien quoi faire. Ça s'adresse à tout le monde. Il faut quand même avoir une certaine disposition à la science-fiction, hein, parce que si on n'en a aucune, il faut passer son chemin, évidemment. J'ajoute que vraiment, ce qui est difficile pour moi, c'est qu'en télévision, on a les audiences, au cinéma, on a le box-office,
Et on n'a pas encore de mesure des succès des plateformes. Ça finira par arriver peut-être à un moment ou à un autre. Mais j'aimerais vraiment savoir si on met beaucoup d'argent dans un film et dans sa promotion, parce qu'on a tous vu des affiches dans le métro et tout ça, quoi. Enfin, nul ne peut ignorer que... Ou des bandes annonces. Ou des bandes annonces. Nul ne peut ignorer que The Electric State est sorti récemment. J'aimerais savoir si, dans les chiffres, ça se retrouve. Le système, pour l'instant, le système de Netflix, en tout cas pour eux, c'est les fameuses minutes visionnées. Mais est-ce que ça veut dire que beaucoup de gens démarrent le film, par exemple, et une série, switch et s'arrêtent, ouais. Ou est-ce qu'ils regardent en entier? Ce qui serait intéressant, c'est de savoir ça. C'est le fameux taux de complétion, en fait. Combien de gens, enfin combien de comptes, pour le coup, sont allés au bout. On ne sait pas combien de personnes sont derrière l'écran, mais oui, voilà, combien de comptes sont allés jusqu'au bout. Et ensuite, on cliquait sur le petit pouce. Ouais. Le petit pouce en haut vers le haut, hein, pour dire qu'on a apprécié. Et puis je rappelle, hein, sur Netflix par exemple, où vous pouvez regarder Electric State, vous avez le choix entre je n'aime pas, j'ai aimé ou j'ai particulièrement aimé, avec 2 petits pouces côte à côte. C'est marrant parce que moi je les utilise jamais, ces trucs-là. Je vais au bout des trucs et puis après je change. J'enregistre jamais mon figure-toi que ça va faire 1 mois que j'ai commencé à le faire en me disant tiens, est-ce que ça va influencer l'algorithme pour qu'il me propose quelque chose plus proche de mes goûts? Réponse réponse dans quelques numéros, puisque c'est pas trop tôt. Merci à tous les deux. Je rappelle que The Electric State est disponible depuis le 15 mars sur Netflix. Et je vous propose maintenant de laisser de côté tous ces androïdes revanchards pour un fait divers sulfureux. C'est la chronique Ne cherchez plus de Gauthier. Et aujourd'hui, Gauthier, on assiste à, donc tu l'as dit, un retour en grâce de l'actrice Pamela Anderson. Et tu as donc voulu nous parler de la série Pam et Tommy, disponible sur Disney+ depuis 2022. Oui, c'est sur Disney+, c'est exactement ça. C'est en quelques épisodes, je sais plus exactement combien, mais 7 ou 8. Ouais, voilà. Et donc c'est une mini-série, donc c'est pas un truc qui a des suites ou je sais pas trop quoi. C'est un one-shot. Une fois qu'on l'a regardé, on a tout vu. Ça parle du début du couple entre Pamela Anderson et Tommy Lee, le batteur du groupe Motley Crue, tout à fait, et de ce qui va leur arriver au détour d'un cambriolage. Veuillez s'il vous plaît décliner votre identité. Je vous demande d'accueillir Pamela Anderson. Que saviez-vous de Monsieur Lee avant de le rencontrer? Je savais que c'était le batteur de Motley Crue. Vous l'avez trouvé séduisant. J'ai adoré son sourire. Et je l'aime toujours. On est fait l'un pour l'autre, Pamela. À l'amour éternel. Nous sommes récemment entrés en possession d'images très intéressantes. Tout le monde attend que je sois belle et parfaite. Et vous vous sentez dans l'obligation de plaire à tout le monde? À chaque seconde. Alors évidemment, le cambriolage en question, c'est l'histoire du gars qui a fait fuiter la sextape entre Pamela Anderson et Tommy Lee, et qui l'a fait fuiter via Internet. Donc c'est le premier grand cas de sextape qui fuit en ligne. Et évidemment, il le fait par revanche, parce qu'il était employé dans la maison de Tommy Lee à faire un travail de restauration, de rénovation, de je sais plus trop quoi. Il s'est fait engueuler et puis il s'est dit si c'est comme ça, moi j'ai les clés, je vais revenir une nuit piquer ce qu'il y a dans le coffre. Enfin, piquer le coffre et ouvrir le coffre. Et puis dans le coffre, il trouve la fameuse sextape de Pamela Anderson et Tommy Lee. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est ça qui m'a plu. C'est encore une de ces séries. Il y a beaucoup de films comme ça. Les frères Cohen sont très bons pour faire des films comme ça. C'est une de ces séries qui vous raconte le rêve américain vu à travers le cerveau de quelqu'un qui est profondément débile et qui y croit profondément. C'est-à-dire que le rêve américain, il fonctionne que comme ça. Il fonctionne que en te promettant qu'avec peu d'efforts, tu vas pouvoir gagner une très grosse moulaga, quoi. Et c'est bien d'avoir ça en tête pour toute une nation, parce que tant qu'on sait que c'est là et qu'on y arrivera peut-être un jour, tout va bien. Mais quand des gros débiles y croient à la lettre et essayent de le faire, et quand ils ont dans les mains la sextape de Pamela Anderson, ils se disent là, bingo, jackpot, ça y est, j'ai bien bossé, je vais devenir le roi du pétrole, ça fait des histoires de crétins. Et ça, j'adore ça.
parce que évidemment le gars va jamais toucher un copec sur la sextape de Pamela Anderson, et tout ce qu'il va faire, c'est nuire avant tout à Pamela Anderson, très peu à Tommy Lee. Parce que une sextape, c'est compromettant pour une femme, mais pas pour un homme. Dans la société des années 90-2000, ouais, je crois, ça se passe. C'est ça. Et elle en est au moment de sa carrière où, évidemment, tout le monde la considère comme la bimbo de la télé, de Alerte à Malibu et tout ça, mais elle a l'opportunité, si elle fait le bon pas de côté, de voir sa carrière décoller. Et on le sait tous que cette histoire a brisé sa carrière. Totalement, et jusqu'à maintenant. Donc il y a vraiment plus de 30 ans d'une carrière qui a été foutue par ce truc-là. Et c'est aussi très très bien, à travers cette série, de se rendre compte de la petite évolution de notre société, parce que vraiment tous, dans les années 90, on se sentait autorisé, légitime à penser à Pamela Anderson comme rien d'autre qu'une bimbo. Et aujourd'hui, avec ce recul, et grâce à cette série en partie, on se dit non, il y avait aussi une femme puissante, il y avait une femme qui avait un potentiel, il y avait une femme qui pouvait faire quelque chose, et qu'on a sacrifié pour cette histoire débile de sextape, quoi. Et de revanche de bas étage entre un menuisier et un patron un peu barré qui est dans le rock, etc., qui était le commanditaire des travaux. Exactement. C'est juste une petite histoire comme ça, et elle est le dommage collatéral. Et ça, comme elle est la seule victime ouais. de cette histoire. Hein. Elle est la principale, seule et unique victime de cette histoire. Et c'est bien aujourd'hui qu'on sache que c'est pas parce qu'on considère quelqu'un comme une bimbo de la télé que c'est OK de la briser comme ça, quoi. Je rappelle, c'est avec Lily James qui interprète Pamela Anderson. Elle est incroyable. Là, on en est presque à se demander si c'est pas justement l'IA qui a reconstitué Pamela Anderson jeune, quoi. Elle est étonnante. Pour jouer Tommy Lee, c'était Sébastien Stan. Et oui, il y avait aussi... il a une scène avec un zizi qui parle. Je trouve ça très très bien. Très bonne scène de zizi qui parle. L'anecdote est là. Et pour compléter le casting, on a aussi Seth Rogen ou Nico Ferman. Je sais pas, tu avais vu voir la série de ton côté, Michael ? Alors, je l'avais vu effectivement à l'époque. Je me rendais pas compte que ça faisait déjà 3 ans. Ouais. Donc, le temps passe vite. Rétrospectivement, en repensant à la série, je me suis dit, c'est curieux parce qu'en fait, il y a un peu des éléments qu'on retrouve dans Anora. Parce que le début de la série, je crois que les 2 ou 3 premiers épisodes, ça fonctionne presque comme une comédie romantique, parce que c'est Pamela Anderson qui rencontre le grand amour, et son grand amour, c'est une rockstar qui tombe fou amoureux d'elle, alors qu'avant, elle galérait un peu. Ils se sont mariés 24 heures après leur rencontre, un truc comme ça. Voilà, quoi. et ça fonctionne effectivement comme genre le point culminant de la comédie romantique, et puis ensuite fin. Et là, la série, c'est une mini-série, ça se poursuit. Et je crois qu'il y a 4 ou 5 épisodes, effectivement, où d'un coup, c'est les nouvelles galères, c'est justement ce scandale. Et c'est à quel point, en fait, ça ruine son image, ça ruine sa réputation. Et elle, c'est là où, effectivement, je te rejoins sur la performance de Lily James, ça lui ouvre les yeux sur la misogynie, en tout cas, à l'époque, de façon spectaculaire. C'est-à-dire que même côté avocat, c'est de toute façon... faut faire avec. Voilà, limite, c'est limite si on l'encourage. Si on l'encourage pas, en fait, à devenir pornstar, parce que voilà, c'est ta nouvelle image, tu es ça. Et c'est un peu la tragédie du personnage, justement. Après, je sais que Pamela Anderson n'avait pas été consultée, donc elle n'avait pas voulu regarder, je crois, la série. Mais justement, le grand mérite de Pam and Tommy, c'est que derrière, il y a eu un documentaire sur elle. Ça a intéressé le grand public. Et je pense que ça contribue beaucoup justement à maintenant à lui permettre ce retour en grâce mérité, justement, avec The Last Showgirl qui est arrivé en salle. En plus de ça, c'est une série dont certains des épisodes ont été réalisés par Craig Gillespie, il me semble, qui est un gars que j'aime bien parce qu'il avait réalisé un autre film pareil de rêve américain débile vu par des gens complètement défectueux, quoi, qui s'appelait Moi Tonya. Et c'était l'histoire de Tonya Harding, qui est une white trash hyper compétente pour faire du patin à glace, et qui va se figurer que pour gagner et pour supplanter la concurrence, il suffit de prendre des baramines et de péter les genoux de ses de la championne en titre. Voilà. Et donc voilà, ce rêve américain, quand il est vu par les plus grands idiots, je trouve ça
tellement drôle. Et il y a une super bande originale aussi, donc voilà, de très bons éléments pour voir ou revoir Pam and Tommy. Ça s'appelle Pam and Tommy et c'est disponible sur Disney+, 8 épisodes pour revenir sur ce fait divers, donc aux répercussions qui se retrouvent encore aujourd'hui. Merci beaucoup Gauthier, je vous propose de sortir vos agendas, c'est le moment des sorties de la semaine. Et cette semaine, c'est la semaine du 17 au 23 mars. Et je vais faire une petite exception, puisque je vais vous parler d'une sortie de la semaine dernière sur laquelle on était passé un petit peu trop rapidement, puisque jeudi dernier est sorti un film qui s'appelle Un week-end en enfer. C'est disponible sur Max, et voilà, je voulais rapidement vous en parler. Pourquoi ? Parce que Un week-end en enfer, c'est une comédie horrifique avec Brian Cox, Lisa Kudrow et Dean Norris. Donc Dean Norris, que vous avez pu voir notamment dans Breaking Bad. C'est une histoire de séjour bucolique pour un jeune couple désireux de faire rencontrer leurs parents respectifs en vue du mariage, sauf que la villa qu'ils ont louée, elle est hantée par un poltergeist, un fantôme facétieux et évidemment qui va prendre possession de un tel, une telle pour créer des désagréments. Voilà, donc c'est une comédie plutôt légère, mais s'il y a Brian Cox, on ne la boude pas, bien évidemment. Si on revient sur nos sorties de cette semaine, ça commence avec, depuis mardi dernier, 18 mars, l'affaire Karen Read, homicide ou complot, un documentaire sur ce fait divers. Les true crime, ça passionne pas mal les gens. Et donc là, c'est un fait divers qui a défrayé la chronique en 2022. C'est sur Max, encore une fois. Le pitch, c'est un officier de police retrouvé mort dans la neige. Sa compagne est accusée, mais est-elle vraiment l'assassin ? Voilà, c'est tout nous, ça nous est passé un petit peu au-dessus des radars, mais outre-Atlantique, c'est un vrai sujet qui a beaucoup fait parler. Ça arrive donc en documentaire sur Max. Depuis hier, 20 mars, sur Netflix, en 8 épisodes, vous pouvez découvrir La Résidence. La Résidence, c'est quoi ? C'est tout simplement, après Bridgerton, après Grey's Anatomy ou Murder, Shonda Rhimes, encore elle, revient très bientôt donc avec une toute nouvelle série policière intitulée La Résidence. Et elle devrait plaire à tous les fans de À couteau tiré, de Glass Onion ou de The After Party. J'ai un pitch, Vas-y. mais aux petits oignons. 132 chambres, 157 suspects, un cadavre. Alors c'est déjà un scénario ambitieux. Mais en plus, le cadre de cette enquête, puisqu'il s'agit évidemment d'une série d'enquêtes, le cadre donc, c'est la Maison Blanche. Ah. Donc c'est Shonda Rhimes, cette productrice éminente de la télévision américaine. C'est une comédie policière qui réunit donc humour décalé, affaires de meurtre façon un peu cosy mystery, whodunit. Et donc le whodunit, je le rappelle, là, c'est comme tous les romans d'Agatha Christie. Tous les suspects sont dans la maison et à la fin, l'enquêteur réunit tout le monde pour dire « Eh oui, car en fait, c'est lui l'assassin, c'est le colonel Moutarde, tout ça. » Cluedo le faisait très bien aussi. Donc voilà, ça s'appelle La Résidence et il y a un petit casting qui est plutôt sympa, avec Uzo Aduba, que vous aviez pu déjà voir dans Orange is the New Black, Giancarlo Esposito, Randall Park, Julianne McMahon ou Gauthier, Kylie Minogue. Oh ça y est, vous m'avez. C'est bon, j'y suis. C'est disponible depuis hier sur Netflix, ça s'appelle La Résidence. Aujourd'hui, pas mal de sorties, toujours sur Netflix, un film qui s'appelle Révélation. Alors, c'est un thriller surnaturel par le réalisateur de Un dernier train pour Busan, qui s'appelle Sang-ho Yeon. Alors là, je vous fais le pitch, mais je suis désolé, je vais juste vous le lire, je ne l'ai pas travaillé. Lorsque le pasteur d'une petite église d'une ville de province croit trouver le coupable de l'enlèvement de son fils grâce à une révélation divine, il se laisse consumer par son désir de vengeance et fera tout pour obtenir justice. En parallèle, une détective, elle-même hantée par des visions de sa sœur décédée des suites d'un crime odieux, est alors chargée d'enquêter sur cette affaire après avoir suivi la piste du suspect. Elle va donc enquêter, bien entendu, sur le pasteur qui s'est peut-être perdu dans sa quête de vengeance personnelle. Les Coréens savent faire des pitchs qui vont bien. Hein. Ouais. Pas mal, ouais. Comment s'appelait déjà la suite du dernier train pour Busan ? Peninsula ? Ah oui, c'est ça. Ouais. Et c'était moins bien. Hein. C'était moins bien, c'est vrai. Là, juste un petit argument. Il vaut ce qu'il vaut, mais c'est produit par Alfonso Cuarón. Ah, très bien.
Toujours le 21 mars sur Max, en 11 épisodes, une série un thriller polonais sous tension, qui s'appelle A Decent Man. Paweł est un homme honnête, un mari dévoué, un père et un chirurgien compétent, mais une décision hâtive change à jamais le cours de sa vie parfaite. Si vous aimez les thrillers qui se passent plutôt en Europe centrale / Europe de l'Est, A Decent Man est fait pour vous. Sur Disney+, un documentaire, une série de documentaires pour changer. Le monde aime le pain. Eh oui, parce que tout le monde aime le pain. Une série documentaire, donc pour les fans de pain. Voilà. Cette grande communauté. Allergique au gluten, passez votre chemin. Mais voilà, à travers ça, c'est aussi un voyage, bien sûr, autour du monde et de ses différentes cultures, autour de cet aliment si commun et si différent selon les latitudes. Sur Apple TV+, la maison vous propose Bear Bricks. Est-ce que vous savez ce que sont les Bear Bricks ? Non, pas du tout. Ce sont des jouets de luxe, des sortes d'ours en plastique qui sont tout le temps ornementés à travers une copie, une inspiration du travail d'un artiste connu. Ouais, ça commence à me dire quelque chose, ouais. Et c'est Medicom Toy qui fait ça. Eh bien, voilà. Ce qui se passe, c'est que DreamWorks Animation Studio, pour Apple TV+, a développé une série animée qui met en scène les célèbres figurines de la marque. Et on est entre musique et rébellion, voilà, puisqu'on est dans un monde où le rôle de chacun est totalement déterminé par l'apparence de chaque personnage. Et on a justement Jasmine et ses amis qui poursuivent leur rêve musical et peuvent inciter les autres à faire de même et à sortir des carcans imposés par leur fabrication. Dernière sortie, Happy Face sur Paramount+, inspiré encore une fois d'un true crime, une série à base de serial killer à découvrir donc sur Paramount+. C'est 8 épisodes. C'est l'histoire de Melissa qui, à l'âge de 15 ans, découvre que son père, Case Hunter Jesperson, était le meurtrier en série connu sous le nom de Happy Face Killer. Imaginez cette pauvre Melissa. C'est avec Annalise Ashford et Dennis Quaid et c'est donc à découvrir sur Paramount+. Ce sera tout au niveau des sorties. Mickaël, par contre, je te propose de rester assis bien confortablement sur ton siège. On va passer maintenant à l'interrogatoire habituel de fin d'émission. C'est l'interview originale de Mickaël Guénam. Mickaël, je te rappelle le concept. 10 questions pour mieux cerner quel utilisateur de plateforme tu es. Est-ce que tu es prêt ? Allez, c'est parti. On commence tout de suite. Ciné, animé, série, documentaire, qu'est-ce qui t'attire en priorité sur les plateformes ? Alors, je dirais les séries. Je me suis abonné à l'origine à Netflix, avant que ce soit disponible en France, pour House of Cards. Voilà. Ah bah écoute, tu me fais 2 réponses en une, puisque la deuxième question était qu'est-ce qui t'a fait passer le pas, justement, pour intégrer les plateformes à tes habitudes ? Donc toi, c'était House of Cards. C'était House of Cards, et puis il y avait quand même une certaine curiosité, effectivement, d'expérimenter ce qu'était, ce qu'on ignorait, le concept de plateforme, c'était pas encore bien défini, donc j'étais curieux de voir comment ça fonctionnait, le streaming, simplement. Quelles étaient les possibilités il y avait des choses assez marrantes, effectivement, de voir que c'était comme un DVD ou un Blu-ray avec différentes bandes son, sous-titrage, etc. Sauf que ça dépendait juste de la connexion Internet. Donc toi, t'es un peu un pionnier, quoi, parmi nous tous. Et surtout, avant que ça arrive en France. Donc vraiment, c'était lié à ton métier peut-être de faire cette démarche ou vraiment par curiosité personnelle ? Mon métier est vraiment la curiosité. Oui, voilà, encore une fois, House of Cards, comment je peux regarder ça ? Ça a l'air super bien. Il suffirait de m'abonner à Netflix, c'est quoi ce truc ? Et voilà, de découvrir notamment que Netflix, à la base, c'était des envois de DVD par la poste. Alors aujourd'hui, tu es plutôt nouveauté ou fond de catalogue pour, je sais pas moi, des séances de rattrapage ou comme ça ? Alors là, malheureusement, c'est à cause de mon métier, c'est nouveauté. Nouveauté parce que y en a beaucoup trop, il faut défricher, il y a beaucoup de plateformes. Et ça me laisse peu de temps pour du patrimoine. Ça fait 2 ans que j'ai envie de revoir, de me faire une intégrale Battlestar Galactica. Ça prend du temps. Voilà, donc je me consacre avant tout, et Gauthier il le sait effectivement, c'est pour le travail, aux nouveautés, parce que les séries ont beau avoir changé de format, être passé de 24 épisodes à 10 ou 8 ou 6, mais il y en a beaucoup. Et comme effectivement il y a une grande diversité de plateformes, ça demande beaucoup de temps libre.
Est-ce que malgré tes abonnements, par contre, tu louerais encore, par exemple, des VOD ? Alors non, très peu. Ce que je fais par contre, c'est j'achète occasionnellement des Blu-ray 4K. Depuis que je me suis équipé, effectivement, je me fais offrir ou j'en achète, mais vraiment en vérifiant effectivement la qualité technique du film. C'est vraiment des films que j'ai envie de voir et de revoir, et pas simplement d'avoir un pauvre boîtier plastique qui va trôner sur une étagère. Quel est ton rapport au cinéma en salle depuis que justement tu as intégré les contenus de plateforme à tes habitudes ? Alors il n'a pas évolué non plus parce que pour mon travail je vois beaucoup de films en salle, heureusement, mais je comprends effectivement ce côté séduisant des plateformes de se dire ah on a tout à la maison, plus besoin de se déplacer en salle. J'ai envie de dire oui très bien, mais la salle ça reste une sortie, ça reste un plaisir justement de sociabiliser, de retrouver des amis avant, après, etc., de discuter du film en plateforme. C'est un exercice assez finalement solitaire. Voilà, c'est en fonction du temps, on peut binger une série ou regarder un film puis un autre. Mais après, pour débriefer, on n'a personne, voilà. Entre les deux, on descend les poubelles. Exactement. D'ailleurs, tu es plutôt serial binger ou consommateur raisonné ? À l'origine, serial binger. Je consacrais tout mon vendredi de sortie de House of Cards à regarder la saison en entier. Et ensuite, ça a évolué. Ça dépend vraiment, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment des séries. Une série comme The Crown, quand ça arrivait sur Netflix, je prenais le temps, je calais différentes soirées pour regarder 2 épisodes à chaque fois et c'est tout. J'essayais de faire durer un peu le plaisir finalement. Et pour d'autres séries, souvent des comédies, où là par exemple au travail j'ai regardé une série Apple, j'ai regardé 2 fois 5 épisodes. Oui. Voilà. Télé du salon, tablette au lit, téléphone dans les transports, plein d'exemples. Quel est ton support favori pour regarder des contenus de plateforme ? La télé, ouais. J'ai énormément de mal à regarder ça sur ordinateur. Question de confort, je pense, d'habitude. Et très rarement, je regarde sur mon téléphone, mais c'est souvent parce que je suis en déplacement et que j'ai envie de regarder un vieil épisode d'X-Files ou autre, mais quelque chose qui s'y prête un peu. Voilà. Est-ce que les productions de plateforme, c'est un sujet de conversation avec tes proches ? Alors là, pour le coup, en dehors de tes activités professionnelles ? Alors oui, beaucoup avec mes parents parce que eux ne vont plus au cinéma depuis la pandémie, depuis 5 ans. Et du coup, les plateformes leur servent vraiment à avoir un peu le choix en fait. Et du coup, j'arrive avec tout un travail de recommandation à faire pour leur dire non, pas ça, ou ça oui, ça vous plaira pas parce que c'est tel genre, voilà. Petite question business. Imagine tu as les pleins pouvoirs, le budget limité et ta parole fait loi dans tout le milieu du cinéma et des séries. Comment on récompense les productions de plateforme ? On crée des nouvelles catégories dans des cérémonies qui existent ? On fait une nouvelle cérémonie dédiée ? Comment tu ferais toi ? Alors pour les films, je pense qu'il faudrait peut-être des prix, des statuettes, de nouvelles statuettes aux Oscars. De la même façon qu'aux Oscars, il faudrait effectivement il va y avoir un prix pour les directeurs et directrices de casting, c'est très bien, il faudrait aussi pour les cascadeurs ou autres. Et pour les séries, peut-être plus de variété aux Emmy Awards. Voilà. Parce qu'effectivement, maintenant, les networks, enfin le linéaire et les plateformes se concurrencent et en fait, c'est au détriment de la variété des programmes. Et tu vois, la grosse galère, c'est la France. Parce que là, tu réponds assez bien à la question sur les États-Unis, mais par exemple, le fait qu'on ne puisse pas mettre des films de plateforme à Cannes ou dans les Césars, ça les invisibilise beaucoup quand même. Dans cette hypothèse merveilleuse où j'ai les pleins pouvoirs, où tout peut s'arranger rien que grâce à ma parole, effectivement, oui, les films sont au César, mais les films peuvent être en salle, ils peuvent être sur la plateforme qui veut les programmer, etc. L'idée, ce serait que tout le monde y ait accès, parce qu'on sait pertinemment qu'en salle, malgré notre excellent maillage de salles en France, il y a des gens qui n'ont pas de cinéma très proche de chez eux, pas de cinéma avec plusieurs salles. Donc, ils ont forcément un seul film qui leur est proposé par semaine. Et comme en moyenne, il y a 15 films qui sortent par semaine, ça veut dire qu'ils passent à côté de la majorité des sorties françaises. Donc, de la diversité des films auxquels on est censé avoir accès. Dernière question, quelle est ta plateforme préférée et pourquoi ? Alors, pour le cinéma, j'ai envie de dire Mubi, parce que ça, c'est leur donner un petit coup de pouce, parce qu'effectivement, c'est vraiment une plateforme de cinéma d'auteur qui
qui fait un vrai travail de curation. Elle se repose sur un catalogue qui est sans cesse renouvelé, donc chaque film laisse la place à un autre, etc. Ce qui fait qu'on n'a pas effectivement des choses qui restent dans les tréfonds et dont on oublie l'existence. Une autre plateforme que je vais évoquer en rapport avec Mubi, c'est Criterion Channel, que j'avais expérimenté un peu. Je continue de recevoir leur newsletter. Et c'est excellent parce qu'effectivement, eux, ils font des thématiques, ils vont chercher des films parfois rarissimes. Mais bon, c'est la qualité Criterion. Et sinon, j'ai envie de dire Max, parce que il y a l'option sport, et comme j'aime beaucoup le tennis, ça permet de joindre l'utile à l'agréable. Ça, c'est super bien. Enfin, quelqu'un qui nous parle de la présence du sport sur les plateformes, quand même. Et on n'en a pas encore parlé. On le fera peut-être dans un prochain numéro. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Michael. Et merci à vous. C'était Original, saison 1, épisode 19, avec donc Michael Guénam. Je rappelle, rédacteur en chef adjoint chez Les Fiches du Cinéma. On remercie également notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien, ainsi que Magic Andou à la production. Salut Andou. On se retrouve vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animé et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye. Ciao.